Bonjour ou bonsoir à vous, qui que vous soyez, où que vous soyez, merci de vous joindre à moi. Ce soir, on va faire quelque chose d'un peu spécial. On va mettre de côté le bruit du monde, les certitudes, pour se pencher ensemble sur des histoires qui nous viennent d'Amérique, des histoires qui dérangent, qui interrogent. Vous savez, ces récits où la réalité semble se tordre, où l'on se dit « ça ne peut pas être vrai », et pourtant. Ce sont des mystères authentiques, des peurs bien palpables qui ont marqué des vies. Alors installez-vous du mieux que vous pouvez. Peut-être avec une boisson chaude, une petite lumière tamisée, car là où nous allons, il fait parfois un peu sombre. Et c'est parti. Imaginez un peu le tableau. Fayetteville, Virginie occidentale. Nous sommes à la veille de Noël, en 1945. Une période qui devrait être synonyme de joie et de partage en famille. Chez les Soder, une famille nombreuse et unie, l'excitation des fêtes est palpable. Mais cette nuit sacrée va basculer dans la tragédie la plus incompréhensible. En pleine nuit de Noël, un incendie d'une violence inouïe ravage la maison en bois de la famille Soder. George et Jenny, les parents, dans un effort désespéré, parviennent à s'extirper du brasier infernal avec 4 de leurs 9 enfants présents cette nuit-là. Mais pour les 5 autres, Maurice, 14 ans, Martha, 12 ans, Louis, 9 ans, Jenny, 8 ans, et la petite Betty, 5 ans, c'est le silence, l'absence. Les pompiers, arrivant tardivement en raison de problèmes logistiques, luttent contre les flammes. Au petit matin, de la maison, il ne reste que des cendres et des décombres fumants. Et c'est là que le mystère commence réellement. Malgré des recherches, aucun reste humain identifiable des 5 enfants n'est découvert. Le chef des pompiers lui-même trouvera cela étrange, suggérant qu'un feu de cette nature aurait dû laisser des squelettes. Pour George et Jenny Soder, l'idée que leurs enfants aient péri sans laisser la moindre trace est insupportable. Le doute s'installe, puis la conviction. Et si leurs enfants n'avaient pas brûlé, mais avaient été enlevés? Cette conviction est renforcée par une série d'événements troublants ayant précédé le drame. Un étranger menaçant leur maison d'être réduite en fumée à cause des opinions anti-Mussolini de George, leur ligne téléphonique mystérieusement coupée juste avant l'incendie, et le camion de George indispensable pour atteindre l'échelle et secourir ses enfants qui refusent de démarrer comme sa beauté. Que pensez-vous de ces coïncidences ? Au fil des années, les Soder consacreront leur vie et leur fortune à chercher la vérité, placardant des affiches avec les photos de leurs enfants, offrant une récompense substantielle. Des témoignages affluent, parfois crédibles, parfois moins, de personnes affirmant avoir vu les enfants ici ou là. Et puis, en 1967, une photo énigmatique arrive par la poste. Le portrait d'un jeune homme ressemblant de manière frappante à leur fils Louis, adulte. Au dos, un message cryptique. Était-ce une piste sérieuse ou une cruelle manipulation? Malgré tous leurs efforts, le sort des enfants Soder demeure l'un des plus grands mystères non résolus d'Amérique. Ont-ils été victimes d'un enlèvement maquillé en incendie ou la science de l'époque a-t-elle simplement échoué à retrouver leurs restes? Quelle est votre intime conviction? Nous sommes maintenant en Californie au printemps 1981. Keddie Resorts, une petite station de montagne nichée dans la Sierra Nevada, est habituellement un lieu de villégiature paisible. Mais la tranquillité de ce petit coin de nature va être sauvagement éventrée par un crime d'une brutalité qui dépasse l'entendement. Le matin du 12 avril, la jeune Sheila Sharp, 14 ans, revient au chalet numéro 28, loué par sa famille, après avoir passé la nuit chez des voisins. En ouvrant la porte, elle est confrontée à une scène d'horreur absolue. Sa mère, Glenna Sue Sharp, 36 ans, son frère aîné John, 15 ans, et l'ami de ce dernier, Dana Wingate, 17 ans, gisent dans le salon, ligotés avec du ruban adhésif et du fil électrique. Ils ont été sauvagement battus à coups de marteau et poignardés à de multiples reprises. Un véritable carnage. Dans la chambre des garçons, les 2 plus jeunes fils de Sue, Greg et Rick,
ainsi que leur ami Justin, sont heureusement indemnes, n'ayant apparemment rien entendu de la boucherie qui s'est déroulée à quelques mètres d'eux. Mais une autre personne manque à l'appel, la petite sœur de Sheila, Tina, âgée de 12 ans. Elle s'est volatilisée. L'enquête qui s'ensuit est chaotique, marquée par ce que beaucoup considèrent comme des négligences et des pistes mal exploitées. Des suspects potentiels, notamment 2 hommes au passé trouble, ayant des liens avec la famille et connus pour leur violence, sont interrogés mais jamais sérieusement inquiétés à l'époque. Comment une telle scène de crime avec de multiples victimes a-t-elle pu se dérouler sans que les enfants dans la chambre à côté ne se réveillent? Et où est passée Tina? 3 ans plus tard, une partie du crâne de Tina Sharp est finalement retrouvée à près de 80 km de là, confirmant sa mort. Des années après les faits, des enregistrements et des témoignages referont surface, pointant à nouveau vers les suspects initiaux, l'un d'eux ayant même fait des déclarations troublantes qui s'apparentent à des aveux. Pourtant, l'affaire des meurtres de Keddie reste officiellement non résolue. Qui a pu commettre un acte aussi barbare et pourquoi? Pensez-vous que les enquêteurs de l'époque ont manqué des éléments cruciaux ou que les tueurs ont été particulièrement méticuleux? Vous venez d'acheter la maison de vos rêves. Le quartier est idyllique, l'architecture vous plaît, c'est le début d'une nouvelle vie. C'est exactement ce que pensait la famille Broadus en juin 2014 en faisant l'acquisition d'une somptueuse demeure coloniale hollandaise au 657 boulevard, dans la ville cossue de Westfield, New Jersey. Mais avant même d'y déballer leur carton, le rêve va se transformer en un angoissant thriller psychologique. Quelques jours seulement après la signature, alors que des travaux de rénovation ont commencé, Derek Broadus trouve une première lettre dans la boîte. Elle est adressée au nouveau propriétaire. L'auteur se présente comme The Watcher, le veilleur, et explique que sa famille surveille cette maison depuis des décennies, son grand-père l'ayant veillée dans les années 1920 et son père dans les années 1960. La lettre contient des détails troublants sur la maison et même sur la famille Broadus, notamment leurs 3 jeunes enfants que l'auteur appelle le jeune sang que la maison attendait. D'autres lettres suivront, de plus en plus inquiétantes et personnelles. Le veilleur demande si les Broadus ont découvert ce qu'il y a dans les murs, parle de la maison comme d'une entité vivante et semble connaître les allées et venues de la famille. La terreur s'empare des Broadus. Comment réagirez-vous face à une telle menace, invisible mais si précise? Ils alertent la police, engagent des détectives privés, tentent de retrouver l'auteur par des analyses ADN sur les enveloppes, mènent leur propre enquête sur le voisinage. Ils découvrent que les précédents propriétaires avaient eux aussi reçu une unique lettre du veilleur juste avant de vendre, mais l'avaient jugée anodine. Malgré tous leurs efforts, l'identité du veilleur reste un mystère total. Les Broadus, trop effrayés pour y vivre, n'emménageront jamais dans leur maison de rêve et finiront par la revendre à perte en 2019. Qui se cachait derrière ces lettres? Un voisin excentrique et voyeur, un ancien résident dépossédé, ou quelque chose d'encore plus sinistre? L'affaire du Watcher House est un rappel glaçant que le mal peut parfois prendre la forme la plus insidieuse, transformant le sanctuaire du foyer en source d'angoisse. Qu'auriez-vous fait à la place des Broadus? Nous restons dans le domaine des menaces épistolaires, mais cette fois, l'histoire se déroule sur une échelle beaucoup plus large, empoisonnant la vie d'une communauté entière. Bienvenue à Circleville, une petite ville typique de l'Ohio, qui à partir de 1976 et pendant près de 2 décennies va être le théâtre d'une campagne de harcèlement anonyme d'une rare intensité. Imaginez recevoir des lettres non signées, rédigées en lettres capitales grossières, vous accusant des pires maux ou menaçant de révéler vos secrets les plus honteux. C'est ce qui est arrivé à des centaines d'habitants de Circleville. Ces missives anonymes dénonçaient des liaisons adultères, des malversations financières, des comportements jugés immoraux, créant un climat de suspicion et de paranoïa généralisée.
L'une des cibles principales de ces attaques est Mary Gillespie, une conductrice de bus scolaire. Les lettres l'accusent d'entretenir une liaison avec le surintendant des écoles, Gordon Massey. Son mari, Ron Gillespie, reçoit également des courriers lui intimant de mettre fin à cette prétendue relation. L'affaire prend une tournure dramatique en août 1977. Ron Gillespie meurt dans un accident de voiture. Juste avant l'impact fatal contre un arbre, son pistolet qu'il avait sur lui a tiré une balle. La police conclut à un accident causé par l'alcool. Mais beaucoup, y compris la famille de Ron, soupçonnent un acte criminel lié aux lettres. Quelques années plus tard, Mary Gillespie elle-même est visée par un piège. En tentant d'enlever une pancarte menaçante plantée devant chez elle, elle déclenche un mécanisme relié à un pistolet qui, heureusement, la manque de peu. L'enquête sur ce piège mène à l'arrestation de Paul Freshour, le beau-frère de Ron Gillespie. Il est condamné pour tentative de meurtre et pour l'envoi des lettres. Pourtant, même avec Freshour en prison, les lettres continuent d'arriver, avec le même style, la même hargne. Freshour clamera son innocence jusqu'à sa mort en 2012. Alors, qui était réellement l'auteur de ces lettres? Freshour était-il coupable et quelqu'un d'autre a-t-il continué son œuvre? Ou était-il un bouc émissaire? Et si c'était le cas, qui avait intérêt à semer une telle zizanie et pourquoi? Le mystère des lettres de Circleville reste une énigme complexe et troublante. Avril 1973, Enfield, une petite localité rurale de l'Illinois. La vie y est généralement calme, rythmée par les saisons. Mais pendant quelques semaines ce printemps-là, cette tranquillité va être perturbée par une série de rencontres terrifiantes avec une entité qui semble échapper à toute tentative de classification rationnelle. Tout commence dans la soirée du 25 avril. Henry McDaniel, un habitant d'Enfield, entend des grattements à sa porte d'entrée. Pensant à un chien ou un autre animal, il ouvre et se retrouve figé par la vision. Devant lui se tient une créature qu'il décrira plus tard comme mesurant environ 1,50 m, avec une peau grisâtre, 3 pattes bien distinctes à l'arrière, un corps court et trapu, 2 petits bras terminés par des griffes courtes et acérées qu'elle tenait près de sa poitrine, et surtout des yeux. Des yeux roses disproportionnés par rapport à sa tête qui brillait intensément dans l'obscurité comme des lampes de poche. La créature, apparemment aussi surprise que lui, fait un bond prodigieux par-dessus la clôture de son jardin, couvrant près de 15 mètres en un seul saut et disparaît dans la nuit. McDaniel, armé de son fusil, tire sur l'entité en fuite, affirmant l'avoir touché et entendu un cri semblable à celui d'un chat sauvage. Quelques jours plus tard, un groupe de chercheurs, incluant l'animateur radio Rick Rainbow de la station double-double K-Agne, se rend sur les lieux pour enquêter. Eux aussi affirment avoir aperçu la créature près d'une voie ferrée désaffectée, la décrivant comme se déplaçant par bonds rapides. Rainbow enregistre même un cri perçant qu'il attribue à l'entité. D'autres témoignages émergent dans la région, certains plus anciens, décrivant une créature simisque, difforme, laissant des empreintes de pas étranges, ressemblant à celles d'un chien, mais avec 6 orteils et une griffe centrale plus courte. Alors, qu'est-ce que les habitants d'Enfield ont bien pu rencontrer? Un animal exotique échappé d'un cirque ou d'une collection privée? Une espèce inconnue? Ou bien l'imagination collective, stimulée par la peur et l'isolement, a-t-elle joué un rôle? Pensez-vous qu'une telle créature puisse réellement exister, cachée dans les recoins de notre monde? L'horreur d'Enfield, comme la presse l'a rapidement surnommée, a semé une brève mais intense vague de panique et de curiosité. Puis, aussi mystérieusement qu'elle était apparue, la créature s'est volatilisée, laissant la petite ville avec sa légende tenace et le souvenir glaçant de ses rencontres insolites. Staten Island, l'un des arrondissements de New York. Comme beaucoup d'endroits, il possède son propre folklore, ses propres légendes urbaines. L'une des plus tenaces est celle de Cropsey, un nom qui fait frissonner les enfants depuis des générations.
Cropsey, c'est le croque-mitaine local, l'homme des bois, celui qui, disait-on, enlevait les enfants imprudents qui s'aventuraient trop près de l'ancienne et sinistre institution psychiatrique pour enfants de Willowbrook State School. Une histoire pour faire peur, jusqu'à ce que la réalité ne vienne la confirmer de la plus effroyable des manières. Au cours des années 1970 et surtout 1980, une vague de disparitions d'enfants et de jeunes adultes vient hanter Staten Island. Ces disparitions sont particulièrement concentrées autour des vastes terrains boisés entourant l'hôpital de Willowbrook, un établissement alors tristement célèbre pour ses conditions sordides et les abus qui y étaient commis. La vieille légende de Cropsey refait surface avec une force nouvelle, mais cette fois, elle est empreinte d'une terreur bien concrète. Et si Cropsey n'était pas qu'une simple histoire, l'attention des enquêteurs finit par se porter sur un homme, André Rand. Ancien employé de Willowbrook, Rand était un marginal, vivant reclus dans des campements de fortune, au cœur même des bois où les enfants disparaissaient. Son allure, son mode de vie, tout contribuait à faire de lui l'incarnation parfaite du monstre des légendes. En 1987, Rand est arrêté et condamné pour l'enlèvement de Jennifer Schweiger, une fillette de 12 ans atteinte du syndrome de Down, dont le corps sera retrouvé enterré près d'un de ses campements. Plus tard, il sera également reconnu coupable de l'enlèvement de Holly Ann Hughes, disparue en 1981. Il reste le principal suspect dans au moins 4 autres disparitions d'enfants dont les corps, pour la plupart, n'ont jamais été retrouvés. André Rand est-il le véritable Cropsey, ou la légende a-t-elle simplement trouvé en lui une incarnation commode pour des horreurs peut-être plus complexes? Cette affaire soulève une question troublante. Combien de nos peurs d'enfants, de nos légendes de croque-mitaines pourraient avoir une origine bien réelle, cachée dans les zones d'ombre de notre société? Et vous, croyez-vous que de telles figures maléfiques puissent aussi se nourrir des légendes pour mieux dissimuler leurs actes? Nous sommes en avril 1977 dans la petite ville de Dover, Massachusetts, un endroit habituellement tranquille de la Nouvelle-Angleterre. Mais pendant une très courte période, à peine plus de 24 heures, cette quiétude va être rompue par une série de témoignages décrivant une créature si étrange qu'elle semble défier toute explication logique. Le soir du 21 avril, Bill Bartlett, un jeune homme de 17 ans, conduit avec 2 amis. Soudain, ses phares éclairent une silhouette insolite, perchée sur un muret en pierre. Il décrira une créature d'environ 1 mètre de haut, avec une tête disproportionnée, en forme de pastèque ou d'œuf, de grands yeux orange lumineux, sans nez, oreilles ou bouche apparent. Son corps était mince, glabre, avec de longs doigts et orteils fins qui semblaient s'agripper à la pierre. Effrayé, il rentre chez lui et dessine ce qu'il a vu. Le lendemain soir, le 22 avril, John Baxter, 15 ans, marche seul sur une route sombre quand il aperçoit une silhouette similaire accroupie au milieu du chemin. Il s'approche, la créature lève la tête, le regarde avec ses grands yeux, puis s'enfuit dans les bois. Plus tard cette même nuit, Abby Brabham, 15 ans, et son petit ami Will Tantor conduisant sur une route peu éclairée quand Abby aperçoit une créature identique à celle décrite par Bartlett, assise sur le bord de la route, la tête reposant sur ses genoux. Les descriptions des 3 groupes de témoins qui ne se sont pas concertés au préalable sont remarquablement cohérentes. Alors qu'ont-ils bien pu voir? S'agissait-il d'un animal mal identifié, peut-être un poulain nouveau-né ou un jeune élan, comme certains sceptiques l'ont suggéré? Ou bien l'obscurité et l'imagination fertile d'adolescents ont-elles joué des tours, créant une hallucination collective? Pensez-y, 3 témoignages distincts en si peu de temps, décrivant la même entité improbable. Est-ce vraiment plausible qu'il ne s'agisse que de coïncidences ou d'erreurs d'interprétation? Le démon de Dover, comme il en a été rapidement surnommé, n'a plus jamais été revu après ses brèves apparitions, laissant derrière lui un mystère cryptozoologique intact. À votre avis, qu'est-ce qui a bien pu se manifester ainsi à Dover?
pour disparaître aussitôt sans laisser la moindre trace physique. Vos théories sont les bienvenues dans les commentaires. Février 2004, une période glaciale dans le New Hampshire. Maura Murray, une étudiante infirmière de 21 ans, décrite comme brillante, athlétique et appréciée, s'évanouit dans la nature après un accident de voiture mineur sur une route de campagne isolée et enneigée. Son cas est rapidement devenu l'un des plus grands mystères non résolus de l'ère numérique, alimentant d'innombrables théories. Les jours et les heures précédant sa disparition sont marqués par un comportement pour le moins énigmatique de la part de Maura. Elle avait menti à ses professeurs de l'université du Massachusetts, à Amherst et à son employeur, en prétextant un décès dans sa famille pour justifier une absence. Un décès qui n'avait jamais eu lieu. Elle avait fait des recherches sur Internet concernant des locations dans les montagnes blanches du New Hampshire, vidé la quasi-totalité de son compte en banque et emballé certaines de ses affaires comme pour un départ prolongé, incluant des manuels scolaires et des contraceptifs. Le soir du 9 février, après avoir envoyé un email à son petit ami lui assurant qu'il parlerait plus tard, elle prend sa voiture. Elle est aperçue pour la dernière fois après avoir perdu le contrôle de son véhicule sur la route 112 près de Woodsville. Un résident local, un chauffeur de bus scolaire nommé Butch Atwood, s'arrête et lui propose son aide et d'appeler la police. Maura, visiblement secouée mais affirmant être indemne, refuse, prétendant avoir déjà appelé les secours. Ce qui, les relevés téléphoniques le prouveront, était faux. Atwood rentre chez lui et appelle tout de même la police. Moins de 10 minutes plus tard, à l'arrivée du premier policier sur les lieux, Maura Murray a disparu. Sa voiture est là, verrouillée, avec ses affaires à l'intérieur, à l'exception peut-être d'un sac à dos, de son téléphone portable et de ses cartes bancaires. Aucune trace de lutte, aucune empreinte de pas s'éloignant dans la neige fraîche, hormis les siennes, autour du véhicule. Son téléphone et ses cartes n'ont plus jamais été utilisés. Alors, que lui est-il arrivé dans ce court laps de temps ? A-t-elle décidé de disparaître volontairement pour fuir des problèmes personnels que nous ignorons ? Peut-être un accident de voiture antérieur, des soucis avec son petit ami ou une pression scolaire intense ? Si c'est le cas, comment une jeune femme seule a-t-elle pu s'organiser aussi rapidement pour s'évanouir sans laisser de traces dans une région qu'elle connaissait peu, en plein hiver ? Ou a-t-elle été victime d'une funeste rencontre, quelqu'un s'étant arrêté juste après Atwood et avant la police ? Et si, désorientée après l'accident, elle s'était aventurée dans la forêt dense et hostile, aurait-elle pu succomber aux éléments sans que son corps ne soit jamais retrouvé, malgré d'intenses recherches ? Chaque indice dans cette affaire semble ouvrir la porte à de nouvelles questions et spéculations. Et vous, quelle est votre intuition face à ce puzzle complexe et tragique ? Une fugue méticuleusement planifiée ou un drame imprévu aux conséquences fatales ? Plongeons-nous en pleine Seconde Guerre mondiale, une période de tension et d'incertitude. Nous sommes le 16 août 1942. Au large des côtes californiennes, un dirigeable de la marine américaine, le L-8, s'apprête à décoller pour une mission de patrouille anti-sous-marine de routine. Mais ce qui va suivre est tout sauf ordinaire et va donner naissance à l'une des énigmes aériennes les plus persistantes. À bord du dirigeable L-8, deux aviateurs expérimentés et respectés, le lieutenant Ernest DeWitt Cody, 27 ans, et l'enseigne de vaisseau Charles Adams, 38 ans. Leur mission est de surveiller les eaux du Pacifique à la recherche de sous-marins japonais. Le L-8 décolle de Treasure Island, dans la baie de San Francisco, aux premières lueurs du jour. Quelques heures plus tard, après avoir signalé par radio le largage d'une fusée éclairante sur une possible nappe d'huile, le contact est perdu. Puis, de manière surprenante, le dirigeable est observé dérivant lentement vers la côte, visiblement en difficulté, mais sans signe de dommages majeurs.
Il finit par s'écraser, ou plutôt par atterrir lourdement mais sans se désintégrer, sur une rue de Daly City, au sud de San Francisco, sa nacelle heurtant des maisons et des lignes électriques. Les secours et le personnel militaire se précipitent sur les lieux. Stupéfaction générale. À l'intérieur de la nacelle, tout est impeccable, presque comme si l'équipage venait de la quitter. Les parachutes sont à leur place, la radio est en parfait état de fonctionnement, une mitrailleuse est chargée et prête à l'emploi, les documents classifiés et les cartes de navigation sont intactes et même un thermos de café est encore tiède. Les gilets de sauvetage sont également présents, tout y est, sauf les deux hommes. Le lieutenant Cody et l'enseigne Adams se sont littéralement évanouis en plein vol. Aucune trace d'eux, ni dans le dirigeable, ni dans l'océan, qui sera ratissé pendant des jours. Comment deux hommes ont-ils pu disparaître d'un engin en vol sans laisser le moindre indice, la moindre trace de lutte ou d'incident? Sont-ils tombés accidentellement par-dessus bord, ce qui semble difficile étant donné les protocoles de sécurité et l'absence de portes ouvertes ou endommagées? Une capture par un sous-marin ennemi en surface, cela paraît hautement improbable et n'a jamais été étayé par la moindre preuve. Le dirigeable fantôme, comme il fut rapidement baptisé par la presse, reste l'une des énigmes les plus déconcertantes de l'histoire aéronavale. Alors, que s'est-il passé selon vous dans cette nacelle, à des centaines de mètres au-dessus des vagues du Pacifique? Quelle théorie pourrait expliquer une disparition aussi totale, propre et mystérieuse? Partagez vos hypothèses. 50 ans après l'énigme du dirigeable fantôme, c'est sur la terre ferme, dans la ville de Springfield, Missouri, qu'un autre trio va disparaître dans des circonstances tout aussi déconcertantes et angoissantes. Une nuit de juin 1992, la joie d'une fête de fin d'études va se muer en un mystère qui perdure encore aujourd'hui. Suzy Streeter, 19 ans, et Stacy McCall, 18 ans, viennent de célébrer leur remise de diplôme du lycée. Dans la nuit du 6 au 7 juin 1992, après avoir assisté à quelques fêtes, elles décident de passer la nuit chez Suzy. La mère de Suzy, Cheryl Levitt, 47 ans, s'y trouve également. Le lendemain matin, des amis inquiets de ne pas avoir de nouvelles se rendent à la maison des Levitt. Ils trouvent la porte d'entrée non verrouillée. C'est déjà un signe inhabituel. Ils entrent avec prudence. À l'intérieur, tout semble relativement normal, mais une atmosphère étrange règne. Les sacs à main des trois femmes sont là, alignés sur le sol du salon, contenant leurs clés, leur argent, leurs cigarettes. Les voitures des trois femmes sont garées devant la maison. La télévision du salon est restée allumée, figée sur une image de neige, signe qu'une chaîne avait terminé ses programmes. Le chien de la famille, un Yorkshire Terrier nommé Cinnamon, est présent et visiblement agité, mais il n'y a aucun signe de lutte, d'effraction ou de désordre majeur. Seul détail réellement anormal, le globe en verre de la lampe du porche d'entrée est retrouvé brisé sur le sol. Mais de Suzy, Stacy et Cheryl, plus aucune trace. Elles se sont littéralement volatilisées. Les enquêteurs vont explorer toutes les pistes, fugues, peu probables pour les trois en même temps et sans prendre leurs affaires. Enlèvement, meurtre, des milliers d'heures d'enquête, des centaines d'interrogatoires, des appels à témoins nationaux, des récompenses offertes. Rien n'y fait. Plusieurs suspects potentiels ont été identifiés au fil des ans, notamment des individus au passé violent. Mais aucune preuve tangible n'a jamais permis de les inculper directement pour la disparition des trois de Springfield. Comment trois femmes ont-elles pu disparaître de leur propre maison au milieu de la nuit, sans alerter personne et sans laisser le moindre indice concret derrière elles? Qu'est-il arrivé à Cheryl, Suzy et Stacy? Pensez-vous qu'elles aient pu être victimes de quelqu'un qu'elles connaissaient ou d'un prédateur qui les observait? Leur disparition reste une plaie ouverte pour leur famille et pour la communauté. Un vide inexplicable au cœur de trois vies brutalement interrompues. Nous avons tous entendu des histoires d'ovnis, d'enlèvements par des extraterrestres.
Souvent, ces récits sont accueillis avec scepticisme, voire moquerie. Mais que se passe-t-il quand deux hommes ordinaires, des travailleurs sans histoire, racontent la même expérience terrifiante avec une conviction qui semble inébranlable? C'est précisément ce qui s'est produit à Pascagoula, Mississippi, en octobre 1973. Le soir du 11 octobre, Charles Hickson, âgé de 42 ans, et Calvin Parker, un jeune homme de 19 ans, sont collègues de travail sur un chantier naval. Pour se détendre après leur journée, ils pêchent tranquillement sur une jetée abandonnée de la rivière Pascagoula. Soudain, un son étrange, un bourdonnement aigu déchire le silence de la nuit. Puis une lumière bleue intense, de forme ovale, apparaît et plane silencieusement juste au-dessus d'eux. Une porte s'ouvre dans l'engin et trois créatures en flottent. Hickson et Parker les décriront plus tard comme mesurant environ 1,50 m avec une peau grisâtre, extrêmement ridée, sans cou apparent, la tête semblant fusionner avec le corps. Leurs mains ressemblaient à des pinces de crabe et à la place du nez et des oreilles, ils avaient des sortes de protubérances coniques. Deux des créatures saisissent Hickson, qui se sent paralysé, tandis que la troisième emmène Parker, qui s'évanouit de peur. Ils affirment avoir été emmenés à l'intérieur de l'OVNI, où ils auraient été soumis à un examen par une sorte d'œil mécanique flottant qui les scrutait de haut en bas. Après environ 20 minutes, ils sont ramenés sur la jetée, l'engin repartant aussi silencieusement qu'il était venu. Complètement terrifiés et désorientés, ils décident, après de longues hésitations, de contacter le bureau du shérif du comté de Jackson. Les policiers, naturellement sceptiques au début, les interrogent séparément, puis les laissent seuls dans une pièce équipée d'un micro caché, espérant les surprendre en train d'avouer un canular. Au lieu de cela, ils enregistrent la conversation de deux hommes visiblement paniqués, essayant de comprendre l'expérience traumatisante qu'ils venaient de vivre. Leur terreur semblait authentique. L'affaire de l'enlèvement de Pascagoula a rapidement fait la une des journaux du monde entier, devenant l'un des cas d'abduction extraterrestre les plus célèbres et les mieux documentés. Alors, canular sophistiqué? Hallucination partagée? Ou bien Charles Hickson et Calvin Parker ont-ils réellement été les protagonistes involontaires d'une rencontre d'un autre type? Qu'est-ce qui pourrait expliquer la cohérence de leurs témoignages et leurs peurs manifestes enregistrées par la police? Vos réflexions sur cette affaire sont les bienvenues. Restons encore un peu dans le domaine des rencontres avec des entités qui ne semblent pas appartenir à notre monde. Cette fois, l'ambiance n'est pas à l'enlèvement silencieux, mais plutôt à un véritable siège, une confrontation terrifiante. Nous sommes dans le Kentucky rural, près des petites localités de Kelly et Hopkinsville, une nuit d'août 1955. La famille Sutton est une famille de fermiers sans histoire. Le soir du 21 août, ils sont réunis dans leur ferme isolée avec des amis venus leur rendre visite. Soudain, leur chien se met à aboyer furieusement en direction des bois. L'un des hommes, Billy Ray Taylor, sort pour voir ce qui se passe et aperçoit une lumière étrange, multicolore, traverser le ciel et sembler atterrir dans un ravin non loin de là. Peu de temps après, une petite créature lumineuse d'environ 1 mètre de haut s'approche de la maison. Elle est décrite comme ayant une tête surdimensionnée et ronde, de grands yeux jaunes, lumineux, très écartés, de longues oreilles pointues, semblables à celles d'une chauve-souris, des bras fins et longs, terminés par des mains griffues, et des jambes courtes et minces. Son corps semblait métallique ou recouvert d'une sorte d'armure argentée, et elle se déplaçait avec une démarche flottante ou ondulante. Terrifiés, les hommes de la famille attrapent leurs fusils de chasse et leurs pistolets. Lorsque la créature s'approche de la porte, ils ouvrent le feu. Ils affirment l'avoir touchée, entendant un son métallique comme si les balles ricochaient, mais l'être ne fait que basculer avant de se redresser et de s'enfuir dans l'obscurité. Mais ce n'est que le début. D'autres créatures similaires apparaissent, jusqu'à une quinzaine selon les témoins. Elles grimpent sur le toit, regardent par les fenêtres, tentent de s'introduire.
Pendant près de 4 heures, la famille Sutton et leurs amis vivent un véritable siège, tirant à plusieurs reprises sur les entités qui reviennent sans cesse. Épuisés et à court de munitions, ils finissent par réussir à monter dans leur voiture et à foncer au poste de police de Hopkinsville. Les policiers, bien que sceptiques, se rendent sur place avec eux. Ils constatent les nombreux impacts de balles sur la maison, les fenêtres brisées et surtout l'état de terreur palpable des témoins. Mais des créatures, plus aucune trace, seulement une étrange lueur verte dans les bois que l'un des policiers apercevra brièvement. L'affaire de la Kelly Hopkinsville Encounter, souvent surnommée l'attaque des petits hommes verts ou des gobelins du Kentucky, est devenue un cas classique du folklore ufologique et cryptozoologique. S'agissait-il d'une rencontre authentique avec des êtres extraterrestres ou interdimensionnels, ou bien une forme rare de grand-duc mal identifié dans la panique et l'obscurité, combinée à une forte dose d'hystérie collective? Qu'est-ce qui pourrait expliquer une expérience aussi intense et partagée par autant de personnes? Il existe des mystères qui ne sont pas des événements isolés, des rencontres uniques, mais des phénomènes persistants, observés et documentés depuis des générations, défiant le temps et les explications scientifiques définitives. C'est le cas des énigmatiques Brown Mountain Lights, un spectacle lumineux qui se produit régulièrement dans les montagnes de Caroline du Nord. Imaginez-vous au cœur des Appalaches, la nuit tombée sur Brown Mountain. Soudain, des lumières apparaissent. Elles ne ressemblent à rien de conventionnel. Elles peuvent être blanches, rouges, jaunes, bleues ou d'autres teintes. Elles flottent, planent, s'élèvent doucement dans le ciel avant de s'éteindre, parfois en groupe, formant comme un ballet silencieux et éthéré, parfois seul, comme des feux follets errants. Les premières mentions écrites de ces lumières remontent au début du XXe siècle, mais les légendes des tribus amérindiennes, Cherokee et Catawba, en parlaient bien avant l'arrivée des colons européens, les associant souvent aux esprits des guerriers morts au combat sur la montagne ou aux veuves cherchant leur mari disparu. Depuis, d'innombrables témoins, des habitants locaux aux touristes en passant par les scientifiques, ont observé ces apparitions lumineuses. On a bien sûr tenté de les expliquer de multiples manières. S'agit-il de feux de camps lointains, de phares de voitures ou de locomotives se reflétant dans l'atmosphère? Ces explications ont été largement réfutées, car les lumières étaient observées bien avant l'invention de ces véhicules et dans des zones inaccessibles. Pourrait-il s'agir de gaz des marées, les fameux feux follets, ignis fatuus, ou de phénomènes atmosphériques complexes comme des mirages ou des réfractions lumineuses? Certains ont même évoqué des phénomènes piézoélectriques liés aux contraintes tectoniques de la montagne, ou des décharges électriques produites par des minéraux spécifiques. Malgré plusieurs études scientifiques menées au fil des décennies, aucune explication n'a réussi à faire l'unanimité et à rendre compte de toutes les caractéristiques des observations. Alors quelle est la nature de ces lumières? Sont-elles un phénomène naturel rare et encore mal compris? Ou bien Brown Mountain est-elle le théâtre de quelque chose de plus étrange? Si vous aviez l'occasion de les observer, quelle serait votre première hypothèse? Les lumières de Brown Mountain continuent leur danse mystérieuse. Un spectacle fascinant et un peu inquiétant qui nous rappelle que la nature, et peut-être au-delà, conserve encore bien des secrets. Parfois, l'horreur et l'inexplicable ne viennent ni du ciel, ni des profondeurs de la forêt, ni d'une vieille demeure hantée. Ils peuvent surgir là où on s'y attend le moins, dans l'environnement aseptisé et scientifique d'un hôpital moderne. Et ils peuvent prendre une forme si bizarre qu'elle en devient presque surnaturelle. C'est ce qui s'est produit en Californie le 19 février 1994 avec une patiente nommée Gloria Ramirez. Gloria Ramirez, 31 ans, est admise en urgence à l'hôpital général de Riverside en Californie du Sud. Elle est dans un état critique,
souffrant des effets d'un cancer du col de l'utérus à un stade avancé, présentant une détresse respiratoire et des palpitations cardiaques. Mais ce qui va suivre dépasse tout ce que le personnel médical a pu connaître. Alors que les infirmières et les médecins tentent de la stabiliser, des phénomènes étranges commencent à se produire. Plusieurs membres du personnel remarquent une odeur fruitée et aliacée émanant de la bouche de Gloria. Sa peau semble recouverte d'un film huileux ou brillant. Lorsqu'une infirmière prélève son sang, elle sent une forte odeur d'ammoniac s'échapper du tube de prélèvement et observe d'étranges particules blanchâtres flottant dans le sang. C'est alors que l'incroyable se produit. Plusieurs membres du personnel médical présents dans la salle d'urgence commencent à se sentir mal les uns après les autres. Vertiges, nausées, maux de tête intenses, difficultés respiratoires, brûlures au visage et même évanouissement et perte de contrôle musculaire. Au total, 23 des 37 membres du personnel des urgences présents ce soir-là développeront au moins un symptôme et 5 d'entre eux devront être hospitalisés, l'un passant même 2 semaines en soins intensifs avec des problèmes hépatiques et pancréatiques. L'hôpital doit déclarer une alerte interne évacuant les urgences. Gloria Ramirez, malheureusement, décède cette même nuit des suites de sa maladie. Mais qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette intoxication collective et spectaculaire? L'enquête menée par le département de la santé et des services sociaux de Californie sera complexe et controversée. Une théorie principale a émergé. Gloria Ramirez aurait utilisé du diméthylsulfoxide, DMSO, un solvant parfois utilisé comme remède maison contre la douleur, notamment par les sportifs. En cas d'insuffisance rénale dont Gloria souffrait, le DMSO peut s'accumuler dans le corps et se métaboliser en diméthylsulfone, DMSO2. L'oxygène administré aux urgences aurait pu convertir le DMSO2 en diméthylsulfate, DMSO4, un agent chimique extrêmement toxique et volatile qui aurait pu se vaporiser à température ambiante et empoisonner le personnel par inhalation. Mais cette explication reste débattue, certains scientifiques la jugeant peu probable dans ces conditions. D'autres théories ont évoqué une exposition à des précurseurs de la méthamphétamine, une hystérie collective, ou même des agents chimiques utilisés dans la fabrication de pesticides. Le mystère de la dame toxique, comme Gloria Ramirez fut surnommée par les médias, demeure. Comment une personne a-t-elle pu devenir littéralement toxique pour son entourage médical? Et si ce n'était pas le DMSO, quelle autre substance aurait pu causer un tel chaos? C'est une affaire qui continue de fasciner et d'inquiéter le monde médical. Notre dernier récit nous ramène dans le passé, dans les bas-fonds de Cleveland, Ohio, durant la période sombre de la Grande Dépression des années 30. Une époque de misère généralisée, de chômage massif, où de nombreuses personnes vivaient dans une précarité extrême. Et c'est dans ce terreau de désespoir social que va surgir l'un des tueurs en série les plus énigmatiques, les plus brutaux et finalement l'un des moins connus du grand public américain, malgré la terreur qu'il a semée. Entre septembre 1935 et août 1938, une ombre sanglante et terrifiante plane sur la ville de Cleveland. Au moins 12 victimes, hommes et femmes, sont attribuées à un tueur insaisissable. Ces victimes étaient souvent des marginaux, des travailleurs itinérants, des prostituées, des personnes vivant dans les bidonvilles sordides de la zone de Kingsbury Run, un ravin traversé par une voie ferrée. Et la manière dont elles sont retrouvées est d'une barbarie absolue. Les corps sont systématiquement démembrés, parfois alors que la victime était encore en vie et souvent décapitée avec une précision quasi chirurgicale, suggérant que le tueur possédait de solides connaissances en anatomie ou en boucherie. La tête de plusieurs victimes n'a d'ailleurs jamais été retrouvée. Le tueur, que la presse surnommera rapidement le Mad Butcher of Kingsbury Run,
le boucher fou de Kingsbury Run ou le Cleveland Torso Murderer, le tueur au torse de Cleveland, ne laissait que peu d'indices derrière lui, opérant avec une audace et une cruauté qui glaçaient le sang. La panique s'empare de la ville. L'affaire prend une telle ampleur que le célèbre Elliot Ness, l'agent fédéral qui avait fait tomber Al Capone à Chicago et qui était alors directeur de la sécurité publique de Cleveland, est personnellement chargé de superviser l'enquête et de mettre fin à cette série de meurtres macabres. Malgré ses efforts considérables, la mobilisation de centaines de policiers et l'interrogatoire de milliers de personnes, le boucher fou reste insaisissable. Plusieurs suspects sérieux ont été identifiés, notamment un médecin alcoolique et excentrique du nom de Francis Sweeney, qui avait des liens avec certains milieux médicaux et qui présentait un profil psychologique compatible. Ness lui-même était convaincu de sa culpabilité, mais n'a jamais pu réunir suffisamment de preuves pour l'inculper formellement. Sweeney se fera d'ailleurs interner volontairement après la fin des meurtres, passant le reste de sa vie dans des institutions psychiatriques et narguant parfois les enquêteurs. Aussi soudainement qu'ils avaient commencé, les meurtres cessent en 1938. Le boucher fou s'est-il arrêté de lui-même? Est-il mort? A-t-il quitté la ville? Ou s'est-il simplement senti trop exposé après la pression mise par Ness? Son identité réelle et ses motivations restent l'une des plus grandes énigmes criminelles non résolues des États-Unis. Qui était cet individu capable d'une telle sauvagerie méthodique? Et comment a-t-il pu échapper à la justice? Pensez-vous qu'un tel tueur aurait pu être appréhendé avec les techniques d'enquête modernes? Et voilà, 15 histoires, 15 voyages aux confins de l'étrange, du tragique, de l'inexpliqué. De familles brisées par des disparitions qui défient toute logique, à des communautés entières terrorisées par des menaces invisibles ou des créatures sorties de nulle part. Ces récits américains nous rappellent que, malgré tous nos progrès, notre science, notre technologie, l'inconnu, conserve une place de choix dans nos vies et que certaines questions sont peut-être destinées à rester sans réponse définitive, écho persistant d'une réalité qui, bien souvent, nous échappe. Alors, dites-moi, laquelle de ces affaires vous a le plus marqué, le plus interpellé, le plus fait réfléchir? Y a-t-il une théorie que vous aimeriez partager, une piste de réflexion que nous n'aurions pas explorée? Peut-être avez-vous vous-même connaissance d'autres récits américains moins connus mais tout aussi troublants qui mériteraient d'être exhumés de l'ombre. Les commentaires sont là pour ça, pour que nous puissions échanger, débattre et continuer ensemble cette exploration des mystères de notre monde. Votre témoignage, vos idées, vos questions sont si précieux. Si ce moment passé ensemble vous a plu, si vous avez apprécié cette plongée dans les profondeurs de l'étrange, un petit j'aime sous la vidéo est toujours grandement apprécié et cela m'encourage énormément à continuer. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos futures explorations. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo. Merci infiniment d'avoir été là, d'avoir écouté et d'avoir réfléchi avec moi. Prenez soin de vous, où que vous soyez. Et n'oubliez jamais, même dans le monde le plus rationnel, il y a toujours une place pour le mystère, pour l'émerveillement et parfois pour un petit frisson dans le dos. Gardez l'esprit curieux et peut-être, juste peut-être, regardez 2 fois par-dessus votre épaule ce soir. On ne sait jamais. À très bientôt pour de nouvelles histoires.